Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur la lecture de Lordon. On est sur un nouveau chapitre, concrétiser l'abstrait, partager des visions. On va voir si c'est bien, on a l'espoir, le fameux espoir dans le chat, que peut-être d'un coup Lordon va être prise d'une épiphanie, et que d'un coup il va se mettre à nous dire mais en fait il faut casser le capitalisme, il faut casser l'autoritarisme, en fait soyons tous des anarchistes et mettons à bas le gouvernement, la classe politique et tout ça. Mais on n'y croit pas. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas un instant. On en doute. Le doute est là. Le doute est très 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 fort. Donc, concrétiser l'abstrait, partager des visions. L'ars affectandi de la politique procède par figuration et par imagination. Une cause, au sens politique du terme, a pour tâche première de rendre présentes des choses absentes, visibles, donc affectantes, des choses invisibles, et de les faire voir par image mentale comme les voient eux-mêmes les premiers partisans de la cause. En tant qu'ils sont affectables et déjà affectés, eux ont déjà des visions, des imaginations vives. La montée des eaux, ou la misère sociale, l'oppression au travail, la souffrance du racisme, la douleur de l'exil, etc. Les causes sont des affaires de voyants, et l'art des causes est un art du partage des visions. Je vais vous faire voir ce que je vois avec la même intensité que celle avec laquelle je le vois. Alors ça c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher déjà de mettre un arrêt, je suis désolé. C'est marrant, il nous parle que de causes, on va dire, de gauche. Qui sont des thèmes centraux dans ce qui se discute et sur les échanges qu'on a justement dans les milieux de gauche par rapport au fait que y a quand même des trucs qui vont pas dans le monde et qu'il faudrait essayer d'améliorer. Or, la politique elle se fait pas que avec ça. La politique, elle se fait également à droite, dans des milieux très conservateurs, réactionnaires, et on a énormément de travail politique qui consiste à mentir, à manipuler, à s'attaquer à autrui, etc., qui ne sont pas du tout évoqués. Or, là-dessus, je ne sais pas comment est-ce qu'il le travaillerait. Je suis curiosité de savoir comment est-ce qu'il le travaillerait. Est-ce qu'il le travaillerait aussi comme une vision des choses invisibles, une vision à partager, des images mentales pour toucher les autres, etc. Est-ce que ce serait pareil ? Je serais assez curiosité de voir comment est-ce qu'il en parlerait. Encore une fois, ça fait un peu angle mort, un énième angle mort dans ses approches, mais bon. Je reprends. La politique est donc d'emblée en prise avec toute une économie de la visibilité, que chaque cause s'efforce de remanier ou de distordre à son profit pour rendre visible ou plus visible ce qui ne l'est pas ou pas assez, et ainsi diffuser par image réelle les visions que les partisans voyants possèdent déjà à l'état d'image mentale. Sans être soi-même réduit à la misère, on peut avoir en tête des images de la misère suffisamment vives pour déterminer à lutter contre la misère. Alors, pareil, je vais refaire une pause. Pour moi, il y a un problème avec ce genre d'approche-là. Je ne vais pas forcément attaquer Lordon en lui-même, même si je pense que c'est un gros branque et qu'il est probablement dans ce genre de vision que je vais décrire. Pour moi, si la raison pour laquelle vous vous mettez à vous battre politiquement contre la misère, admettons, c'est parce que vous ne voulez pas vous-même être dans la misère, c'est que vous n'avez pas compris le principe. Pour moi, il me semble important, mais c'est peut-être pas là ce que veut faire Lordon, parce qu'il est en train de pas spécialement de le dire ou de ne pas le dire. Je m'attends à ce qu'il ait cette vision-là, mais j'en sais rien, c'est un présupposé de ma part. Peut-être parce que je suis un peu trop habitué à sa médiocrité depuis 3 lives, je sais plus. Bref, c'est qu'il y a un peu ce côté, on va se sentir concerné et on va venir agir juste parce que en fait, on ne veut pas nous-mêmes être en bas de l'échelle. C'est quelque chose qu'il a dit notamment un peu plus tôt dans la journée que je vous ai lu. Et pour moi, c'est un problème en fait, parce que si tu vas normalement te battre politiquement, on va dire avec d'autres pour les droits des opprimés, etc., c'est pas parce que t'as pas envie d'être toi-même un opprimé. Normalement, c'est parce que tu as un minimum d'empathie et que c'est inacceptable que des gens vivent ça, subissent ça. Et souvent, c'est l'angle qu'il y a dans beaucoup de combats militants, et c'est pour ça que notamment j'ai un énorme problème avec des gens, notamment de tout ce qui est la LFI, tout ce qui est PCF, etc. C'est qu'en fait, on a des rhétoriques comme ça, des rhétoriques de, en fait, on se bat pour ça parce qu'on ne veut pas que ça nous arrive à nous. Et c'est pour ça que très régulièrement, finalement, on tombe sur des trahisons. En fait, on tombe sur des moments où ils en ont rien à péter de toutes les personnes opprimées qui sont en train de subir ça parce qu'en fait, ça les concerne pas, ça les touche pas. Le seul intérêt qu'ils ont à se battre sur ces thématiques-là, c'est à partir du moment où ça leur permet de faire avancer leur agenda à eux.
par rapport au fait de pouvoir, eux, ne pas tomber dans ce genre de situation. Mais finalement, la situation des personnes opprimées, la situation des personnes racisées, etc., ils s'en foutent. Je peux reprendre Ruffin, par exemple, qui, il y a quelques temps, s'était très clairement positionné sur le fait qu'il en a rien à péter, finalement, des personnes trans. Il s'en fout. Parce que ça le concerne pas, ça le touche pas. Il veut bien viteuf en parler, parce que du coup ça peut apporter des points politiquement, ça peut faire avancer son agenda politique par rapport à ses besoins et ses envies à lui, mais en vrai, les droits des personnes trans, il en a rien à péter, il s'en fout, il en a rien à péter. Ça lui importe pas, parce que ça le concerne pas. Et c'est bien là pour moi le gros problème, la grosse écueil qu'il y a dans beaucoup de milieux militants de gauche, et encore une fois là je mets une intention à leur don qui n'est peut-être pas la sienne, qui est peut-être beaucoup plus celle d'un certain nombre de militants de gauche. C'est cette manière de se dire il faut qu'on se sent concerné par ces problématiques-là, mais pas parce que ces problématiques-là sont importantes et qu'il faut se mobiliser ensemble contre ces violences-là qui en l'occurrence ne nous touchent pas nous mais touchent les voisins, mais en fait seulement on va se sentir concerné par ça parce que là ça pourrait nous toucher nous et qu'on ne veut pas que ça nous touche nous. Tant que ça touche d'autres personnes, ça va quoi. Finalement, ça va. Et on va se sentir concerné et mobiliser ces ressources-là que à partir du moment où ça peut nous permettre d'avancer notre agenda perso. Et vraiment, je trouve que c'est de la merde en fait. Voilà, je trouve que c'est de la merde. Et c'est un peu ce que j'entends quand je vois une phrase comme « sans être soi-même réduit à la misère », on peut avoir en tête des images de la misère suffisamment vives pour déterminer à lutter contre la misère, et de même pour toutes les autres causes. J'ai un peu peur que derrière ce soit ça en fait. Ce soit ce côté, on peut imaginer ce que nous on vivrait si on y était. Et c'est pour ça qu'on intervient, parce qu'on veut pas que ça nous arrive. Pas parce qu'on a de l'empathie, pas parce qu'on trouve que c'est inacceptable que ça arrive à qui que ce soit. Non, on va agir parce que ça pourrait nous toucher et qu'on veut pas que ça nous touche. Et je trouve que c'est vraiment une approche nulle. Je continue. Et de même, pour toutes les autres causes, puisque ce sont ces images, ces visions. J'ai raté une ligne, pardon. Et de même pour toutes les autres causes, tout est donc affaire de figuration intense, puisque ce sont ces images, ces visions qui, bien plus que tout discours abstrait sur la cause, déterminent à épouser la cause. De là que le seul discours de rationalité soit voué à l'échec que lui promet l'éthique 4.14, et n'ait pas la moindre chance auprès de ceux qui des images n'ont pas encore été partagées, impuissance de l'idée seule. Bon, encore une fois, il y a toujours cette notion un petit peu du discours rationnel qui serait majoritaire dans les discours politiques, etc. Et je trouve que c'est vraiment éclaté au sol, mais bon, bref, je ne vais pas spécialement revenir encore une énième fois sur ça. Si les images de cause ont une telle efficacité, c'est parce qu'elles activent tout de même le mécanisme passionnel. L'imitation des affects. Du seul fait que nous imaginons qu'un objet semblable à nous et pour lequel nous n'éprouvons aucun affect est quant à lui affecté d'une certaine affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Éthique 3, 27. Oui, en gros, on est capable de faire preuve d'empathie, concrètement. On est capable de se transposer à la place de l'autre et de se dire moi je le vivrai comme ça, je le ressentirai comme ça. En tout cas, je pense que la personne qui est en train de vivre ça le vit comme ça. C'est un certain nombre de limitations, mais enfin bref, voilà, ok. Mais il voulait citer encore une fois l'éthique et il voulait citer encore une fois Spinoza, je présume. Et encore, le rôle des images, du seul fait que nous imaginons. Il n'est pas nécessaire de voir vraiment pour émuler les affects d'autrui. Voir en imagination suffit. Et cela, nous le pouvons évidemment. Et non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est du coup, moi, si je m'imagine à la place de quelqu'un qui subit tel truc, c'est bon, je comprends et je le vis et du coup, je peux me mobiliser grâce à ça. Non, en fait. Grâce à l'empathie, on peut essayer de vaguement comprendre ce que vit la personne, mais en fait, on ne fait que jouer avec notre imagination. On ne vit pas, on ne sait pas. Non, en fait. On ne va pas... non. En fait, avec ce genre d'approche, on peut très facilement tomber dans l'approche du mec blanc, aisé, friqué, français qui va te dire non mais moi je me mets à la place de ces femmes racisées qui ont des conditions de travail horribles et qui galèrent et qui se font chier dessus par la société. Je me mets à leur position et du coup je comprends ce qu'elles vivent. Non en fait. Non, tu comprends pas ce qu'elles vivent, non. Clairement pas. Tu peux vaguement t'imaginer une certaine forme de représentation de ce qu'elles peuvent vivre. Éventuellement, je vais t'accorder ça. Mais tu ne vis pas, tu ne comprends pas ce qu'elle vit, en fait. Genre,
pardon quoi. Comprendre qu'il doit fermer sa gueule, c'est déjà tellement plus que ce qu'il peut faire avec ses 1000 livres, 10 000 livres. Mais oui, oui. Genre vraiment, t'es là en mode, mais t'es un bouffon quoi, c'est pas possible. Mais encore une fois, est-ce qu'on est surpris et surprise? Non. L'empathie, ce gros point noir de mes études de pharma. Ouais. Je vais continuer. Et cela, nous le pouvons évidemment. Une fois affecté par un objet extérieur, le corps a la propriété d'en retenir la trace et de la réactiver, jusqu'à ce qu'un éventuel affect opposé vienne à l'effacer, et c'est l'oubli. Si le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature d'un corps extérieur, l'esprit humain contemplera ce corps extérieur comme existant en acte, ou comme étant en sa présence, jusqu'à ce que le corps soit affecté d'un affect qui exclut l'existence ou la présence de ce corps. Éthique 2.17. C'est exactement ce que du coup je suis en train de vous dire. En gros, il vous dit, bah voyez, si on le vit pas du coup directement, si par exemple on ne vit pas le racisme systémique, nous on peut l'imaginer en tant que personne blanche, on peut l'imaginer, on peut le comprendre, on peut le vivre. Bon bah du coup, comme on peut se permettre d'arrêter de le penser et de l'imaginer, bah on peut l'oublier, voilà. Mais ça change pas qu'on peut le vivre, le penser, etc. Bah non en fait. C'est parce que notamment le fait que tu puisses pas y échapper, le fait qu'à chaque moment de ta putain d'existence, quand tu es dans une société comme la nôtre, par exemple occidentale, française, raciste de l'enfer, si tu es une personne racisée, tu ne peux pas te permettre en fait de arrêter de penser au fait que tu es en train de subir du racisme à chaque instant, tout te le rappelle. Ben non, tu peux pas comprendre ce que c'est. Clairement, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Moi, je ne peux pas comprendre ce que c'est que de vivre avec un environnement constamment, systématiquement raciste. Je ne peux pas le comprendre. Je peux essayer vaguement d'imaginer ce que ça peut faire, encore que, voilà, avec notamment des moyens comme l'empathie, etc. Mais je ne peux pas comprendre ce que ça fait qu'à chaque putain de moment de mon existence, ce soit là autour de moi et que ça me le renvoie dans la gueule. Parce que c'est ça ce que vivent les personnes racisées, par exemple. Enfin, il n'y a aucun moment où tu peux te permettre de te dire « Non, en fait, ça va, il n'y a pas trop de racisme ici. Ils ok. En fait, la France, c'est tranquille. » Non, tu peux pas. Tu peux pas, quand tu es une personne qui est concernée, tu peux pas te permettre ça, parce qu'en fait, l'environnement ne te le permet pas, l'environnement ne le permet absolument pas. Le seul moment où tu peux te permettre d'esquiver ces problématiques-là, c'est quand t'es pas concerné, en fait. Donc, et ça fait partie, encore une fois, de l'expérience du racisme, on va dire, dans le sens où c'est le fait que c'est systémique et que c'est constant et que c'est partout. Putain, Lordon qui est là en mode, ouais, on peut y penser, bon après on peut l'oublier, mais on peut y penser et du coup arriver à se transposer, donc on comprend ce que c'est. Non, tu comprends pas ce que c'est, non. Si notamment tu mets en avant que derrière tu peux l'oublier, ça montre bien que t'as pas capté en fait. Non. Bref, Lordon, sur 20, pour changer. D'où suit que les corps extérieurs par lesquels le corps humain a été une fois affecté, l'esprit pourra, même s'ils n'existent pas ou ne sont pas présents, les contempler comme s'ils étaient présents. Éthique 2.17 corps. Toujours pas du coup. Enfin voilà, là il nous redit exactement la même chose en citant du coup du Spinoza pour nous dire en gros. Même si tu ne le vis pas, même si tu n'as pas ces éléments-là dans ta vie, tu es capable de les imaginer et donc tu es capable de les vivre et c'est bon. Bah non, en fait, ça marche pas vraiment comme ça, mais encore une fois, allez, pourquoi pas. Lordon ne fait que du Lordon finalement. Les images mentales, celles que le corps produit à nouveau, indépendamment de la présence des choses et du seul fait que le corps a été tracé par l'affection de choses, nous font voir les choses comme si elles étaient présentes. Et c'est bien pourquoi cette présence reconstituée a tout pouvoir de nous affecter là où seule l'idéal de la chose le peut si peu. Discutable sur 20, mais enfin bref. Présent sous nos yeux ou remémoré en image, un autrui affecté nous affecte alors d'un affect semblable au sien. Toujours encore une fois le mécanisme de l'empathie. Vous pouvez juste dire le mécanisme de l'empathie. C'est qu'une affection, explique Spinoza, enveloppe simultanément la nature du corps affecté et celle du corps affectant. Éthique 2.16. Il résulte de cet enveloppement, quand les corps ont des structures similaires, que la représentation par nous du corps affecté recrée en quelque sorte en nous l'affect, et ceci du seul fait de nous le représenter. Alors nous sympathisons. Ce pâtir de concert doit tout à la spontanéité et d'automatisme corporel. La conscience n'y est pour rien. L'imitation des affects est sans doute par excellence le ressort passionnel du social. Il est l'un des plus puissants vecteurs de la mise en communication des individus par l'éprouvés en commun. Cependant, il faut lire de près l'énoncé d'Éthique 3.27. Oui, parce que c'est un texte religieux, bien sûr, c'est une croyance absolue. Il ne faudrait surtout pas s'en éloigner, relisez bien.
Du seul fait que nous imaginons qu'un objet semblable à nous et pour lequel nous n'éprouvons aucun affect est quant à lui affecté d'un certain affect, clause décisive pour situer exactement le statut de la proposition, en quelque sorte un énoncé du laboratoire. Car est-il possible d'être jamais entièrement vierge d'affect, même vis-à-vis du dernier inconnu? Évidemment, non. C'est vrai que ça fait très exégèse d'un texte religieux. Mais oui! Mais oui! Je m'embêtais à faire la remarque, ces citations, c'est vraiment le curé qui fait ces citations. Mais oui! Ça me fume! Vraiment, la manière dont c'est écrit, je vous jure que vous lisez un curton qui est en train de vous parler de son petit truc, là, il va vous le dire avec exactement les mêmes trucs. Apôtre, machin. Enfin, vraiment, ça me fume. Ça me fume. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais bon, bref. On n'est plus à ça près. D'abord, parce que nous l'identifions tout simplement comme spécifiquement humain. Ensuite, parce que nous reconnaissons immédiatement ses qualités les plus élémentaires. Il est homme ou femme. Bon, évidemment, les non-binaires comme d'hab on saute, hein, mais on a l'habitude, hein. Ça change pas. Il a cette couleur de peau ou cette autre, etc. Et ceci suffit déjà pour nous préaffecter socialement, avant même toute interaction. C'est à dessein que Spinoza nous présente l'émulation des affects sous une forme neutralisée jusqu'à l'irréalisme. À dessein précisément pour mieux faire jouer les jeux, par après toutes les modulations dont le mécanisme élémentaire peut lui-même être affecté en situation. Car les affects que nous éprouvons nécessairement en violation de la clause de neutralité dans la formulation élémentaire viennent distordre le mécanisme central dans un sens ou dans un autre, le sens de l'amplification si j'aime, le sens de la diminution et peut-être jusqu'au renversement de l'émulation notionnelle, en son contraire si je haïs. Éthique 3, 27, convenablement lu, nous livre donc un mécanisme d'imitation des affects modulés par des rapports d'affinité préconstitués. C'est que le degré auquel je me sens semblable à cet autrui est variable et que de ce degré dépendront l'intensité et même la direction de mes émulations passionnelles. Bon, que vous dire sur ce qu'il nous raconte? Je pense qu'il y a des éléments qui sont pas complètement cons. C'est suffisamment rare pour que je le notifie, hein. Donc voilà, surprise. Je pense que c'est pas tout entièrement con. Notamment parce qu'il met en avant le fait qu'en fait, même quand tu crois que t'es neutre, bah en fait t'es pas neutre, hein. C'est ce qu'il dit, hein, typiquement à un moment donné, que en fait, bah non, on peut pas être neutre. On peut croire qu'on est neutre, mais on ne l'est pas. On a forcément, même sur un élément qui vient là d'apparaître tout de suite devant nous, bah, des a priori, du fait de nos expériences passées, etc. Okay, donc ça en soi, c'est pas bête du tout, je suis assez d'accord, hein, c'est ce que montre globalement le consensus scientifique sur la question, donc c'est bien. Ça me fait du mal, hein, mais Lordon dit un truc vrai. Alors il sait pas le sourcer, parce qu'il est juste capable de sourcer Spinoza, ça fait un peu léger, mais il dit un truc vrai. Ça y est, c'est une des 2 heures dans la journée où l'horloge cassée donne la bonne heure. On peut le noter. Page 67. Voilà. Page 67. Il arrive à dire un truc vrai, même s'il sait pas pourquoi est-ce qu'il dit un truc vrai. Mais il dit un truc vrai. C'est quand même suffisamment impressionnant pour être noté. Voilà, bravo Lordon. Tu as le droit à un petit point. On pourra te mettre une petite... Vous savez les petits points que vous gagnez quand vous êtes à l'école? Il y a des petits points verts si vous avez une bonne réponse à la question de l'enseignant ou de l'enseignante. Et ben voilà, t'as le droit à une gommette. Voilà, t'as le droit à une petite gommette. Ouais, on a plus envie de mettre une gommette qu'autre chose, mais voilà. Mais là, on a le droit de lui mettre. Voilà, là, bravo. Bravo Lordon, tu as réussi. Tu as dit un truc vrai. Bon, tu sais pas pourquoi. T'as pas vraiment la bonne référence, mais t'as le droit d'avoir une petite pastille verte. Voilà. C'est bien. C'est bien. Bon, je suis assez d'accord avec Nambibi. Je pense que c'est plus le coup de l'horloge cassée qui juste donne la bonne heure 2 fois par jour. Mais quand même. Derrière, il part sur son délire avec du coup Spinoza. Bon. Ok. Pas grand chose à vous dire. Ouais. Je continue. Oh, nouveau chapitre. Sympathie par similitude. Des salariés en colère s'en prennent physiquement à un patron. On pense évidemment à la fameuse affaire de la chemise du DRH d'Air France. Est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez
les violences, le chat. PTDR, non. Il y a deux parties affinitaires opposées à prendre en ce type de situation qui détermineront jusqu'au sens même dans lequel opéreront les émulations affectives. Soutien aux familles des chemises. Rien à péter, hein. Rien à péter. Hein. Rien à foutre de sa chemise. Waouh, il s'est fait arracher un petit peu le col de la chemise. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils les mettent dans la merde. Deux poids, deux mesures. Je pense que ça va, sa chemise, elle peut prendre un petit coup. Hein. Ça ira. Ça ira. On peut en premier lieu ne voir qu'un homme molesté par d'autres. Pour celui dont la vue des événements ne va pas plus loin, l'affaire est vite tranchée. Cette imitation des affects, quand elle se rapporte à la tristesse, s'appelle pitié. Éthique 3, 27, Scully. Quelle marque de chemise? C'est pour me positionner. Patron d'Air France, si c'est là, si c'est le patron d'Air France, normalement, voilà, tout est dit. Oh, putain, je peux vous donner une... Oh bordel, attendez, je peux vous dire un truc. Je peux vous donner une info, une anecdote qui a à mourir de rire. Alors après, vous allez me juger. Je le sais que vous allez me juger un petit peu. Je vous connais trop. Alors. Ne me jugez qu'à moitié, s'il vous plaît. Il y a quelques années, j'étais en formation. En psychologie sociale du travail et des organisations. Tout ça. Et parmi les intervenants pros qu'on devait avoir, il y avait le patron d'Air France. Il était censé venir nous faire un cours. Alors il n'est pas venu, enfin un cours. Il était censé nous faire une intervention professionnelle pour nous expliquer le vrai monde du travail. Voilà, plus précisément. Il n'est jamais venu parce qu'il lui est arrivé une bricole, un truc horrible. La faculté était en pleine rénovation. Et en fait, c'est ça qui est rigolo avec la faculté. Vous voyez, je critique énormément la faculté pour plein de raisons. Parce que vraiment, structurellement, c'est de la merde. C'est une machine à violence institutionnelle qui est phénoménale. Mais là-dessus, c'est la seule fois où ça m'a fait rire. C'est la seule fois où ça m'a fait rire. Comme ils étaient en pleine rénovation, ils ont notamment rénové les parkings. Et en fait, il est arrivé un truc très drôle. C'est que l'administration avait pour consigne, pour éviter les abus évidemment de la part des élèves, etc., avait pour consigne de bloquer l'accès au parking. Parce qu'avant, le parking n'était pas fermé, n'importe qui pouvait aller sur le parking. C'était le parking des enseignants, mais en soi, n'importe qui pouvait y aller. Et donc du coup c'était pas très bien parce que vous vous rendez compte, tous ces peignes-cul d'élèves osaient venir utiliser ainsi le parking, vraiment honteux. Donc du coup quand ils ont rénové le parking, ils ont mis des barrières qui s'ouvrent seulement quand on appelle l'administration et que l'administration vous ouvre du coup la barrière. Et il se trouve que malheureusement pour lui, le patron de Air France n'a pas eu l'autorisation de rentrer dans le parking. Alors évidemment, ça aurait été encore meilleur si ça avait été le cas. Ça a été fait en amont avant qu'ils viennent. Voilà. Malheureusement, ça a été fait en amont, donc il ne s'est pas déplacé. Mais en fait, quand il expliquait que les années précédentes, il avait eu une place réservée et tout, il demandait à ce qu'il puisse rentrer se garer dans le parking spécial des enseignants, et on lui a dit non, c'est plus possible. Maintenant, seuls les enseignants y ont le droit. Alors il disait oui, mais je viens faire un enseignement. Ah oui, mais vous n'êtes pas un enseignant. Donc on lui a refusé. Et donc il a dit bah si c'est comme ça, je viens pas. Attendez, non, faut pas déconner. Hein. Et donc du coup il est pas venu. Il est pas venu parce que du coup il n'avait pas le droit d'avoir sa place réservée dans le parking des enseignants. Voilà, c'était ma petite anecdote. J'ai failli croiser le patron de Air France, mais ça n'a pas été le cas. Tu serais devenu de droite sinon ta destinée a changé? Non, je pense pas. Je pense que je serais pas devenu de droite. On a une formation qui était très dépolitisée sur un certain nombre de choses, clairement. Mais on était plusieurs à être
plutôt très très à gauche. Bon, moi j'étais quand même pas mal à gauche. J'avais notamment un autre camarade qui s'appelle Sam. Qui d'ailleurs je vous ai déjà présenté des vidéos qu'il avait fait avec un autre sur la psychologie sociale. C'était les mondes psychosociaux qu'ils avaient fait comme chaîne YouTube, je crois, de tête. Attendez, je vais vite teuf regarder. Hop, les mondes psychosociaux de tête, hein. Non, risques psychosociaux, tout ça. Je retrouve pas leur chaîne, tiens. Ils l'ont peut-être supprimé depuis le temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de vidéo de leur part, pour le coup. Mais ils avaient fait une chaîne de vulgarisation de sciences humaines et sociales. Lui, un autre d'une promo de psychologie sociale de la santé, par contre. Bref, et toujours est-il que... Enfin, il me semble qu'il y avait Sam dedans, j'ai un doute. Bref, toujours est-il que le truc était quand même rigolo, assez rigolo. C'était que lui, il sortait d'une ville où Renault a fait des violences phénoménales. Et alors Renault, je tiens à préciser, l'entreprise Renault a fait des violences assez phénoménales et a fermé une usine en mettant énormément de personnes dans la merde, etc. Et donc du coup, niveau placement idéologique, très très à gauche en fait. Quand tu vois l'entièreté de ta ville qui s'écroule, qui est mise dans une merde immonde, des familles détruites, etc. parce qu'une entreprise en a rien à foutre d'eux, étonnamment, ça a tendance à te radicaliser vers la gauche. Étonnamment. Voilà. Étonnant, hein. Étonnant. J'ai fait aussi des études avec de la psychosociale, sciences de l'éducation, et il n'y a pas foule de gens pas à gauche. Ouais, c'est compliqué de pas être à gauche. Et on en avait des droitos, hein, parce que sur beaucoup de trucs, on était quand même très dépolitisés, et notamment, on a beaucoup de personnes de cette promo qui sont des grosses merdes humaines, qui font notamment du RH, qui font notamment du recrutement, qui font de la manipulation à différents niveaux, et qui sont pas ouf du tout, qui n'en ont absolument aucun problème à être des grosses merdes de droite. Il y a un mec en particulier qui revendique haut et fort, en tout cas c'était le cas à l'époque. Après, comme je le côtoie plus, parce que je vous avoue, dès que j'ai plus d'obligation de côtoyer ce genre d'un genre, étonnamment je m'en débarrasse très vite, mais à l'époque qui était très très à mettre en avant le fait que lui en fait il s'en fout, il est égoïste, de toute façon le monde va mal, donc il s'en branle, il pense qu'à sa gueule, et s'il faut qu'il roule sur des autres gens, eh ben il roulera sur les autres gens, il s'en moque. Voilà, concrètement. Et après, c'était marrant parce qu'il me disait qu'il comprenait pas comment est-ce que moi j'arrivais à avoir des relations humaines avec des gens, comment est-ce que j'arrivais à, par exemple, être en couple, etc. Alors que lui, il n'arrivait jamais à être en couple avec des gens. Il comprenait pas pourquoi est-ce que les femmes s'intéressaient pas à lui, alors qu'il était un mec bien, quoi. Et qu'en plus, il était bien loti, quoi, quand même. Il avait des thunes. Parce que bon, il vient d'une famille bourgeoise aussi au passage, et il comprenait pas comment ça se fait que moi j'arrivais à avoir des relations en fait, et que lui il comprenait pas, il n'y arrivait pas, alors qu'il sortait en bar et tout, et moi je sortais pas en bar, et franchement, normalement, jamais moi j'aurais dû avoir une meuf, alors que lui il aurait dû en avoir 36 000 quoi, et il comprenait pas quoi, et j'étais en mode ouais, ça se voit, tu comprends pas, ouais. On voit bien que tu comprends pas, ouais. Je lui ai proposé d'ailleurs, hein, soit un peu plus franc peut-être avec toi-même, soit peut-être, je sais pas. C'était vraiment une injustice quoi. Peut-être à considérer les gens comme étant des gens, par exemple, avant d'être des trous. Et il m'a dit ouais, enfin c'est quand même pour ça que je les vois. Ah bah ouais, bah, si c'est comme ça que tu les vois, si c'est pour ça que tu vas voir des gens, parce que ce sont des trous, et bah écoute, t'es pas prêt d'être en couple, hein. Voilà. Voilà. Bref, un mec bien quoi, un mec bien, comme il le dit lui-même, c'était pourtant un mec bien. Enfin, je présume qu'il toujours considéré que c'est un mec bien. C'était le fameux mec qui me disait aussi à un moment donné, moi je mangeais pas jusqu'à la fin du mois parce que je manquais de ressources malheureusement financières pour payer à bouffer jusqu'à la fin du mois, donc assez généralement pendant cette période étudiante, la dernière semaine du mois, je ratais un repas de temps en temps, plusieurs fois, c'était assez récurrent. Ce mec-là m'avait regardé droit dans les yeux, il savait ça, hein, parce que 2-3 fois il m'a offert un repas avec la charité, la gentillesse, tout ça. Il m'avait sorti, putain c'est vrai que c'est dur la vie étudiante, j'arrive plus à me payer un nouveau sac tous les mois quoi. Alors il parlait d'un sac à 400 balles, un sac en cuir, parce qu'il avait une marque en particulier qu'il aimait beaucoup, qui faisait des sacs en cuir, et donc tous les mois il achetait un nouveau sac avant. Sauf que depuis qu'il était étudiant à Aix-en-Provence avec nous, il était plus dans le domicile des parents, il fallait qu'il paye un loyer. Bon, un loyer du coup qui est payé par ses parents, tout ça. Mais bon, bref, ça réduisait ses ressources et donc il pouvait pas se payer un nouveau sac à 400 balles en cuir tous les mois. Et franchement, c'était dur la vie étudiante. Bon, toutes les semaines, il sortait en bar et compagnie, hein, 2 à 3 fois. Hein. Et moi, je finissais pas
tous mes repas. Enfin, je pouvais pas avoir des repas jusqu'à la fin du mois. Mais la vie étudiante était vachement dure pour lui. Voilà, on a des valeurs différentes, quoi. Comment vas-tu, Noma? J'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en tout cas. On est en train de lire du Lordon. C'est un peu trigger. Voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu trigger. Lordon est pas le meilleur de tous les mecs blancs aisés qui pondent des livres. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible en tout cas, et que tu apprécieras le live. Je reprends la lecture. Je possède des thunes, je suis Si à seulement. l'aise financièrement, je ne me Oh, plains si pas, seulement. non, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup? Ouais, et du coup, n'hésitez pas à lâcher des thunes. Hein. Je suis pas du tout à l'aise financièrement, donc n'hésitez pas. Hein. Moi, je prends. Hein. On est en train de parler donc du fait que, oh là là, des salariés en colère s'en prennent physiquement à un patron en déchirant une chemise. Ceci est un message d'intérêt public pour vous dire de lâcher la moula, sinon je vous fais conséquence. Bisous, bisous. Sinon, conséquence, hein. Merci beaucoup Glitch pour ton intervention. Normalement, il y a une petite alerte musicale pour ça, attendez. Juste ici, il y a ça. Voilà. Et pour répondre du coup à ton MP, Glitch, parce que du coup je viens de voir ton MP, je porte pas de boucle d'oreille parce que j'ai pas les oreilles percées. Et comme je crains la vue du sang, tout ça, je ne me ferai pas percer les oreilles. Par contre, j'ai des boucles à mettre sur les oreilles, autour des oreilles, notamment, typiquement, j'ai ce bijou là que j'aime énormément, qui se met du coup autour de l'oreille et qui est trop bien, c'est du tissu là en dessous, qui est tout joli, et le bijou que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça je mets, mais sinon je mets pas de boucle d'oreille parce que j'ai pas les oreilles percées, et que je compte pas avoir les oreilles percées, parce que je crains, voilà. Voilà. Je reprends. J'en étais donc à... Ah là là, les patrons se font déchirer des chemises, que c'est triste. Et il y a deux parties affinitaires opposées à prendre en ce type de situation qui détermineront jusqu'au sens même dans lequel opéreront les émulations affectives. On peut, en premier lieu, ne voir qu'un homme molesté par d'autres. Pour celui dont la vue des événements ne va pas plus loin, l'affaire est vite tranchée. Cette imitation des affects, quand elle se rapporte à la tristesse, s'appelle pitié. Éthique 3, 27 Scoli. Évidemment, encore une fois, on cite toujours Spinoza tel un livre religieux, bien sûr, des enseignements à bien garder en tête et bien répéter. Ça me fume cette manière qu'il a de le mettre à chaque fois. Bonjour à toi Carteg, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en tout cas. Je me suis senti fort intimidé mais je n'ai toujours pas de thunes, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de lâcher des thunes, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Si vous passez un bon moment, c'est déjà bien, c'est déjà important. En tout cas j'espère que tu vas aussi bien que possible Carteg, pose-toi, mets-toi bien. La Bible de Saint Spinoza, hein, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Attristé par la tristesse manifeste de celui qui souffre, nous compatissons. Est-ce que vous souffrez pour la violence? Pour la violence envers ce patron qui s'est fait arracher une chemise? Est-ce que vous souffrez tel qu'il a souffert? Anyway, nous sentons de son côté, indépendamment de toute autre considération. Partage de ce microcosme selon nos affects, d'un côté celui que nous aimons compassionnellement et de l'autre ceux que nous haïssons, car d'une part la haine est très généralement une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, éthique 3, 15, Scoli, et d'autre part nous sommes bien en proie à une tristesse qui n'est autre que celle de l'agressé même, émulée par nous et en nous, une tristesse qui plus est dont nous imaginons nettement la cause, nous sommes en train de lire Frédéric Lordon, Les affects de la politique. Et c'est de la merde. Voilà. Et c'est de la merde. Lordon n'est pas très bon. Voilà. Donc les affects de la politique, il essaie de nous expliquer qu'en fait, concrètement, ce qui est important pour comprendre la politique, et notamment la politique actuelle, c'est de tout traduire via le prisme de vision de Spinoza, qui est donc un auteur de philosophie mort depuis 4 siècles. Mais c'est Spinoza
4 siècles en arrière, qui nous permet de comprendre absolument envers et contre tout la politique actuelle. Apparemment, les sciences humaines et sociales n'existent pas, la recherche en sciences humaines et sociales n'existe pas, énormément de choses n'existent pas. Voilà, c'est vraiment, c'est assez impressionnant, hein. Il y a cette capacité, alors grosso merdo, tout résumé à philosophe a dit ça, donc philosophe a raison, point. Et étonnamment, ça passe à côté de beaucoup de choses. Énormément beaucoup trop de choses. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est un peu flippant aussi, hein, parce que voir qu'il est aussi bien vu, aussi bien loti, aussi bien mis en avant, notamment dans les cercles de gauche, hein, principalement, alors qu'il est, on va pas se mentir, une brêle phénoménale dans ce qu'il raconte, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper, quoi. Et bonjour Leslie, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible en tout cas. Est-ce que vous condamnez Spinoza? Voilà, l'arme de petit patron. Ouais, il faut avoir de la compassion pour les petits patrons, ils se sont fait déchirer une chemise, quelle violence horrible, bien sûr. Bref, c'est de l'incantatoire à ce niveau. Non mais il cite vraiment les écrits de Spinoza, mais comme une bible, ça me tue, ça me tue. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais bon. Par l'effet de la modulation affinitaire, tous ces effets se trouvent amplifiés si, avant même l'événement, nous étions déjà imaginairement liés de sympathie politique avec l'homme d'entreprise, réalisateur, créateur d'emplois, personnage d'utilité publique, auquel il est d'autant plus injuste de s'en prendre. En plus de l'homme générique, molesté, nous voyons l'homme de qualité particulière. Comme toujours, bien sûr, les qualités ne sont pas vues d'ailleurs que d'un certain point de vue, et dans le jugement de qualité, c'est notre ingenium qui parle, puisque chacun juge selon son affect de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est meilleur, de ce qui est pire. Éthique 3, 51, Dem. Il n'y a pas de reconnaissance de qualité, pas de jugement, qui n'exprime projectivement la particularité d'une complexion jugeante. À la sympathie générique s'ajoute alors la sympathie idéologique, imaginaire, la haine des agresseurs s'en trouve redoublée. Vous aussi, vous avez beaucoup d'empathie pour les patrons. Vous aussi, vous vous sentez proche des patrons. Vous aussi, vous voyez à quel point ce sont des hommes extraordinaires. Parce que je reprends homme, hein, vu qu'il nous parle d'homme, et qu'il est apparemment que capable de parler d'homme. C'est un peu systématique. C'est un peu systématique. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas si je réagis pas. TKT. TKT, hein, je regarde, je vois tout. Je sais tout. Et en fait le truc c'est que comme parfois il y a des gens qui ont ce genre de choses qui apparaissent, ça peut être pour du troll sur l'autre chaîne, c'est pas forcément sur... En fait je regarde chez qui est marquée la mention. En l'occurrence là c'est une mention chez quelqu'un qui peut faire des bans par récompense de points de chaîne. Voilà, donc je sais que c'est pas forcément... Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, tu fais bien de me le signaler. Parfois, quand tu as ce genre d'informations qui apparaissent sur un pseudo, ça peut... Voilà, en fait, je regarde chez qui. Moi, j'ai beaucoup de chaînes qui partagent les listes de ban. Et je sais que typiquement, là, en l'occurrence, c'est une chaîne en particulier qui a très facilement le bannissement pour blague, en fait. Enfin, par blague. Et donc du coup je sais que c'est pas forcément problématique. Quand je vois par contre qu'il y a plusieurs bannissements chez plusieurs personnes, là c'est autre chose. Là non, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Question conne, Lordon a-t-il interrogé son affect pour écrire sur les affects de la politique? Bah non, parce que Lordon, faut pas oublier que c'est le gros penseur qui est capable de penser mieux que nous, hein. Il nous l'a déjà dit. Lui il est capable de se retirer, d'être au-dessus. Et c'est ça qui fait toute sa force. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Eh oui, bien sûr, c'est évident. Lui, il pense juste, alors que nous sommes trop dans le bain en lui-même. Lui a heureusement cette capacité de prendre du recul. C'est un penseur. Quand même. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il arrive à avoir cette capacité, cette modulation affinitaire, cette capacité à se lier de sympathie politique avec l'homme d'entreprise, réalisateur et créateur d'emplois,
personnage d'utilité publique. D'utilité sociale d'ailleurs, pardon. Je reprends ces termes. Hein. Parce qu'il est au-dessus, il comprend, il peut se lier, il peut se sentir proche des patrons. Parce qu'il vaut mieux que nous. Parce que nous sommes trop sujets aux émotions et aux affects. On se fait trop facilement manipuler. Eh oui. Avec de la musique, ça fait presque ASMR. J'ai jamais été aussi détendu en me faisant insulter. Ah, c'est particulier, hein, Lordon. Hein. C'est particulier. C'est censé être de gauche, ça. Bah, il paraît. Il paraît, du coup, Leslie. Et bah, c'est de la merde. Hein. Après, encore une fois, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Je vais faire un petit focus, un petit aparté là-dessus. C'est fini le clavecin. Ouais, fallait peut-être pas déconner au bout d'un moment. Ça me montait un peu trop les nerfs. Le problème, en fait, c'est que souvent, on a une tendance à gauche, et c'est malheureux, je pense, à refiler la patate chaude de la connerie à autrui. On a tendance, de manière assez constante, à se dire si là, le Jean-Michel, il fait une tech qui est éclatée, c'est qu'en fait, c'est pas de gauche. Si. C'est pas parce que vous êtes de gauche que vous avez le minimum syndicat, on va dire, de capacité de vous soustraire d'un certain nombre de pieds, notamment des biais racistes, etc. Roussel est un candidat de gauche, ça me fait mal de le dire, même si politiquement, au vu de son action politique, j'aurais tendance moi à le classer dans les comportements au mieux de centristes réactionnaires, et vraiment au mieux, le fait est que dans le paysage politique français, c'est une personnalité de gauche qui motive des gens qui sont convaincus, qui se pensent de gauche, qui se voient comme de gauche. Le problème, il n'est pas, est-ce qu'il n'a pas des idées finalement pas de gauche, mais plutôt de droite. Son comportement est un comportement réactionnaire. Comportement réactionnaire qui est la marque éminente, on va dire, de l'extrême droite. Mais l'extrême droite n'a pas tout, on va dire, elle n'a pas tous les droits sur les comportements réactionnaires. Malheureusement, non. Ce qui fait que vous allez avoir des comportements extrêmement problématiques sur un Roussel, d'autres, un Monopole, merci. Des comportements extrêmement problématiques sur des personnes de gauche, comme un Lordon, comme un Roussel, comme tout un tas d'autres personnes, Catens, etc. C'est qu'ils peuvent se penser véritablement de gauche, ils se voient véritablement de gauche, ils peuvent penser à l'équité sociale, etc., sans pour autant avoir la capacité de remettre en question et de voir les nombreux biais qu'ils ont, comme toute personne qui grandit dans nos sociétés, qui sont des sociétés ô combien violentes à tellement de niveaux, qui font tellement d'oppression à tellement de niveaux, de manière systémique, qui infusent tout au long de notre, de notre parcours au sein de ces sociétés. On ne peut pas vivre en dehors de ces sociétés, ni vous, ni moi, ni personne, et encore eux, moins eux. Surtout quand on se rend compte que eux sont particulièrement issus des classes qui ont justement tous les avantages dans ces sociétés. Ils peuvent encore moins facilement sortir de ces biais-là, même s'ils en sont convaincus que ce qu'ils font est de gauche, pro-social, etc. C'est exactement le problème, parce qu'en fait vous vous rendez compte qu'ils pensent vraiment faire du bien pour les gens. Ils y croient. Quand vous avez un Lordon qui vous dit qu'il ne faut pas être raciste parce que c'est pas bien d'être raciste, ce qu'il a fait un peu plus tôt, hein. C'est pas bien d'être raciste. Ah là là, regardez l'extrême droite qui agite l'épouvantail des étrangers, des personnes racisées, c'est pas bien, hein. Oui, sauf qu'en fait, dans sa conception des choses, le peuple n'est pas les personnes racisées. Il vous le dit, explicite, clairement. Les personnes racisées, ce sont autre chose que le peuple. Bah, ça montre bien en fait son biais raciste. Parce qu'il a beau être sur le côté, c'est pas bien de faire du racisme, etc. Le fait est que son comportement même, sa manière de voir le monde, fait une hiérarchie, fait une séparation entre d'un côté le peuple et de l'autre les personnes racisées, les étrangers. C'est ça qu'on appelle le racisme. Mais il ne le voit pas. Il est incapable de le voir. Il a les meilleurs fondements, hein. Il y croit très très fort, sûrement. J'ose espérer en tout cas qu'il y croit très 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 fort que c'est pas bien le racisme, qu'il faut vraiment le combattre. Sauf qu'il a absolument aucune conscience d'à quel point il a un comportement qui est profondément raciste. Il ne le voit pas. Et c'est tout le problème en fait, c'est que souvent quand on va avoir des critiques sur les mouvements de gauche, hein, qui se font entendre et justifier s'entend sur par exemple des biais racistes, etc., on va avoir trop régulièrement cette tendance à dire non mais en fait c'est pas vraiment la gauche. Si, c'est la gauche, bien sûr que c'est la gauche aussi.
La gauche, c'est comme la droite, il y en a plein. Il y en a plein, il n'y a pas une gauche qui est un espèce de bloc monumental et qui réunit tout dedans. Bien sûr que non. Non. Parce que en fait, on est une multitude de gens. Exactement comme à droite. À droite, vous n'avez pas une droite qui avance tel un bloc, uni, soudé, etc. Non. On le voit tout le temps à quel point la droite se fout des tirs constants dans les dents, les uns les autres. Alors de temps en temps, parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus marqués par l'autoritarisme, etc., ça arrive plus facilement qu'à gauche. Il y a un leader suprême qui apparaît pendant quelques temps et qui arrive à globalement gérer un bloc relativement cohérent à droite dans le même sens. Et ça peut donner cette illusion que la droite finalement est beaucoup plus sujette à l'union, etc. Mais c'est pas vrai. Que ça soit à gauche, que ce soit à droite, on est aussi, critique de ces différents courants, on est aussi critique à remettre en question un certain nombre de fonctionnements, etc. Et le truc en fait, c'est qu'on a vraiment, je trouve, trop tendance dans les mouvements politiques à gauche à dire que dès qu'il y a un truc qui va pas trop, c'est pas la gauche en fait, c'est la droite. Ah non, Roussel, si on prend Roussel, ça me tue de le dire, mais non, c'est un mec de gauche. Alors c'est un mec de gauche de merde, c'est un raciste, c'est un misogyne, il y a plein de trucs à dire sur lui, clairement, c'est absolument pas du tout, ni de près ni de loin, ma gauche. Ça, c'est clair, net et précis, c'est absolument pas un camarade, comme on dit, Roussel n'est pas un camarade, mais je pense que c'est un problème si on se contente de juste dire non, mais en fait, c'est un mec de droite. Non, malheureusement, c'est pas un mec de droite. Malheureusement, ça aurait été plus simple, mais ça l'est pas. C'est un trou de balle de gauche qui motive et qui arrive à fédérer autour de lui des gens de gauche, des comportements de gauche. Parce que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'en fait on est au-dessus des biais. Malheureusement, non. C'est bien tout le problème. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que personne qui milite sur justement les idées sociales de gauche, sur les idées, on va dire, révolutionnaires, sur le fait que je suis anarchiste, etc., il faut bien mettre en avant qu'il est absolument nécessaire de justement casser ces biais, de les identifier et de les mettre en pièces, en fait. Parce que tant qu'on le fera pas, tant qu'on se contentera de dire « non mais c'est parce que c'est la droite », on continuera à se faire bouffer par les biais. On continuera à avoir tout un tas de personnes à gauche qui vont continuer à être juste des gros réactionnaires de l'enfer, qui vont continuer à être des misogynes infernaux. Enfin, à un moment donné, il y a une nécessité absolue à arrêter de toujours mettre plus loin le problème. Le problème, il est aussi chez nous. Il faut s'en occuper. On ne peut pas se contenter de dire « non mais un Roussel, en fait, c'est juste un mec de droite ». Comment il s'appelle, Mélenchon par exemple, non mais c'est juste un centriste, non mais Ruffin, c'est juste un mec de droite populaire. Non, ce sont des gens qui sont de gauche, ce sont des gens qu'il y a au sein de nos familles politiques. C'est pas des camarades, ça en sera jamais, clairement, mais tant qu'on se contente de juste les éloigner, on ne pourra pas remettre en question les problématiques. On ne pourra pas prendre conscience du problème qu'il y a au sein de nos sociétés. Parce que c'est ça le truc. Les problèmes qu'on a de racisme, de misogynie, de violence contre les LGBT, de violence contre les personnes qui sont handicapées, etc. Toutes ces violences-là, tous ces problèmes systémiques, ce sont des problèmes systémiques. C'est le principe. C'est pas juste le fait de quelques nazillons qui sont là-bas à droite. Sinon, ça serait plus simple. Ça serait tellement plus simple. Mais non. Non, on est tous concernés par ça, parce qu'on est tous des gens qui grandissons dans des sociétés avec ces biais-là. C'est pour ça que ça me fait chier, mais il faut dire le truc, Lordon est un mec de gauche. C'est une sombre merde. Qu'on soit d'accord, misogyne, raciste, clairement. Mais c'est un mec de gauche. Si on se contente de dire non, c'est un droitos, on passe à côté du problème en fait. Et c'est pour moi ça le problème, en fait. Et du coup, bonjour à toi Sheraz, on va en profiter pour faire un shoot-out. Attendez, faut que je vois mon clavier. J'ai un peu trop de choses, le micro, tout ça. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible. Hop, shoot-out. On est en train de lire du Lordon et c'est pas bien. Je sais pas comment tu vas, mais je t'avoue que la lecture, elle est pas à mettre en bonne humeur. Elle est pas trop à mettre en bonne humeur. Problématique, c'est aussi que les racistes, on les met dans la case des méchants pas gentils. Exactement, oui. C'est vrai que ça, c'est un autre fonctionnement. Enfin, c'est très exactement ça. Vous savez, le fonctionnement quand vous avez quelqu'un qui, d'un coup, on se rend compte, est un violeur ou quoi. On a tendance à dire, non, mais lui, c'est un monstre. Parce que ça éloigne le problème. Ça fait en sorte qu'on peut ne pas se remettre en question. Ça fait en sorte que nous, on se dit, bah non, nous, on est au-delà de ça. Nous, on se ferait pas avoir. Nos proches sont pas comme ça. Non, ça, c'est un individu qui est un monstre. Bah non, en fait.
Et ça, c'est exactement le même mécanisme. Hein. Quand on se contente de dire que les gens de gauche qui ont des propos ultra problématiques, des comportements ultra problématiques et violents, qu'on se contente juste de dire non, mais c'est des droitos en fait, on fait exactement le même mécanisme. On les éloigne de nous. Ça nous permet juste de ne pas se remettre nous en question. Ça nous permet juste de se dire nous, en fait, nous, on pose pas problème. Nous, on est au-delà de ça. Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Malheureusement, non. C'est triste, mais non. Donc du coup, c'est ultra important de justement se rendre compte que, non, ce sont des gens de gauche. Des gens de merde, mais des gens de gauche, quand même. Et que pour pouvoir justement avancer socialement, en tant que société, il faut pas le nier en fait. Il faut le regarder droit dans les yeux, et puis il faut aller s'occuper de ces problématiques-là, il faut aller s'occuper de ces biais-là, il faut aller détruire ce qui, là, actuellement, est systématiquement mis en place. C'est usant, c'est crevant, ça se fait péter un câble, mais c'est nécessaire en fait. Sinon on n'avancera jamais. Je continue à rattraper un petit peu le chat. Comme si c'était un truc à part alors qu'on est tous empreintes de vie. Exactement. On fait aller, merci, je fais que passer. Je dois filer aux courses. Bonne course à toi alors du coup. Merci d'être passé. C'est adorable de juste faire un coucou. C'est toujours cool. Et puis comme ça me permet de te faire un petit shootout pour mettre en avant. D'ailleurs, il me semble que la prochaine émission que tu fais, c'est demain soir. Il me semble que c'est vendredi soir. J'ai un doute. Mais je crois que normalement le prochain live que tu fais doit être vendredi soir, donc demain. N'hésitez pas à mettre évidemment un petit follow chez Sherazland. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez des émissions avec Samedi que je vous ai déjà mis en avant. Samedi qui fait pas mal d'interviews en général sur sa chaîne. Donc là avec Sherazland, vous faites plutôt de la... ça s'appelle la lecture, voilà, de... Ah, j'ai plus le nom de votre émission. Vous avez fait la dernière fois, c'était... T'es coupable ou pas coupable ou un truc comme ça, j'ai plus le nom exactement, je suis désolé, mais en gros on lit des témoignages et on détermine si suis-je un trou de balle, voilà merci, et on détermine si la personne est un trou de balle ou pas. Et pro tip, souvent on se rend compte que c'est les mecs blancs les trous de balle, c'est le système le trou de balle, c'est les institutions les trous de balle. C'est étonnant n'est-ce pas, ça surprend hein. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Incroyable. Vous avez un petit peu de jeux vidéo, vous avez des lectures féministes, voilà. Donc le vendredi 17h, une lecture féministe. Donc voilà, n'hésitez absolument pas, évidemment, à mettre un petit follow chez Sheraz. C'est de la qualité, donc je vous recommande très fortement. Je me prends souvent que lorsque je rappelle des points importants, je cherche la petite bête. Ben oui, mais en fait c'est nécessaire, il faut forcément chercher la petite bête. Parce qu'en fait, si tu cherches pas la petite bête, tu laisses la petite bête grossir finalement, et puis au bout d'un moment, ça sera plus une petite bête. Mais de rien, c'est normal, mais je mets toujours en avant les gens qui sont de qualité. Je pense qu'on a bien suffisamment de personnes de qualité plus que discutable qui ont pignon sur rue, clairement, et qui monopolisent une grande partie des ressources, on va dire, d'attention. Donc voilà, je mets en avant. J'ai changé les formats et tu suis, c'est cool. Bah oui, bien sûr. Bah oui, carrément. Toujours. Enfin toujours, non, il y a des gens que j'ai arrêté de regarder quand les formats changeaient parce que ça me correspondait pas trop. Mais là, toi, il n'y a pas de raison que j'arrête de regarder parce que c'est cool. Je parle pas souvent dans les chats, mais bon, ça c'est mon défaut. Je parle pas souvent dans les chats en général. Mais par contre, non, moi c'est toujours des choses que je regarde et que j'aime bien. Dites-vous, t'as même du HSBC, exactement. Qui joue avec moi. Ouais, non, mais comme quoi, hein, ça arrive. Hein. Et coucou Clint, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible. Je crois que j'ai raté des messages par contre. La justice transformatrice, oui, construire et évoluer tout simplement. C'est usant certains jours, mais il le faut, exactement. Moi, je vais faire une différence sur le c'est là et c'est deux. Mais effectivement, créer une nuance que par la forme des phrases, ça pue quand même un peu. Ça peut facilement. Le truc de chercher la petite bête tout le temps, tu passes pour un chiant et possiblement qualifié militant, donc pas raisonné. Alors que pour autant, en fait, si on se rend compte, toute personne est placée politiquement. Toute personne étant placée politiquement, ce qui est un fait, hein, vous êtes forcément placé politiquement puisque vous avez forcément tout un vécu qui fait que vous êtes placé politiquement sur certaines choses. Que vous en ayez conscience ou pas, là n'est pas la question. Vous avez forcément des croyances auxquelles vous adhérez, de fait. Et donc vous êtes forcément placé par rapport à ces croyances que vous avez. Donc de fait, puisqu'on est tous politiquement placés, dans nos actions, nous avons tous une forme de militantisme. Même ne pas intervenir, c'est choisir de ne pas intervenir. Qu'on en ait conscience, qu'on n'en ait pas conscience, peu importe. Mais c'est un constat. Donc je trouve ça toujours
complètement éclaté de dire « Ah non mais pas attends, parce que tu revendiques tes croyances, en fait, tu ne peux pas être raisonné. » Bah ouais, c'est sûr que du coup, toi de ton côté qui fait genre « En fait, tu es au-delà de la capacité de voir que tu es militant, que tu es placé politiquement, c'est sûr que tu dois avoir vachement plus de recul sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. » C'est sûr. C'est sûr. Mais enfin. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire également un petit shout-out pour notre camarade Plantophage. Hop. Voilà, Plantophage, que je vous recommande fortement également d'aller mettre un petit follow. Plutôt les streams le dimanche soir, même si de temps en temps il y a un petit stream qui peut arriver, notamment sur des jeux vidéo. Ça arrive, notamment du Pikmin. Mais sinon, c'est plutôt des lives le dimanche où on parle principalement de l'écologie, de la nature, de l'agriculture, du debunk de trous de balles divers et variés qui font de la pseudo-science, etc. Donc n'hésitez absolument pas, bien sûr, à aller mettre un petit follow. C'est toujours des lives de qualité. J'essaie de gérer mes émotions. Il y a un mec dont j'ai lu et critiqué le trade en live. Il n'arrête pas de me tourner autour. Il m'a sorti. Je garde aussi le premier commentaire qui demande si je suis 6-et. Bordel, quel fucking rapport. Merci en tout cas de me faire ressentir ce que vivent les gens qui sont jugés pour leur genre et leur orientation sexuelle. C'est effectivement pénible. Oh, ça a l'air bien, dis donc. J'essaie de l'ignorer un max parce que sinon je pars en colère et ça donne rien de bon, quoi. Ouais. Bah alors, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur live où venir parce qu'on lit du Lordon. Et c'est pas bien. En fait, c'est même très très nul. Il nous fait des sorties depuis le début qui sont... je vais utiliser un terme neutre. Pénibles. Voilà. On va dire ça comme ça. Pénible. Il est très misogyne, il est très raciste, mais c'est totalement intériorisé, donc ça se voit pas trop pour la plupart des gens qui sont pas du tout déconstruits sur ces questions-là. Par exemple, il est pas du tout raciste, rends-toi bien compte, il est pas du tout raciste parce qu'il dit que c'est vraiment pas bien que l'extrême droite, elle utilise les étrangers et les racisés comme épouvantail. Bah oui, parce que du coup, en faisant ça, ça permet pas au peuple de prendre de bonnes décisions. Parce que du coup, tu te rends bien compte que en fait, les personnes racisées et les étrangers, bah c'est pas le peuple. Mais il est pas raciste, hein. Bah non, parce qu'il est contre le racisme. Il l'a dit. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on a eu. Par exemple. Les personnes racisées et les étrangers sont en dehors du peuple, mais il n'est pas raciste. Parce qu'il a dit que le racisme c'était pas bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme perle? Ah oui, il faut souffrir pour les patrons et les politiques aussi. Parce qu'ils souffrent beaucoup. Il nous a sorti un truc éclaté. Au tout début de la lecture ce matin, il nous a sorti quand même le petit Lordon là. Il a réussi à sortir ça en restant droit dans ses bottes. Rendez-vous compte qu'en fait, tous les fiascos, etc. qu'il y a sur les personnes politiques, ça montre pas que ce sont des branques. Non. Ça montre que la politique, c'est super dur. Et qu'il faut compatir pour eux. Parce qu'en fait, ils sont en souffrance, les politiques. Bah oui, c'est super compliqué de faire la politique. Et dès qu'ils font une erreur, ils en prennent plein la gueule. C'est trop compliqué, franchement, d'être politique. Il faut compatir pour eux. Oui, on a aussi du protofascisme. Il nous explique également, bien sûr, que en fait, les humains ont besoin d'être dirigés, naturellement. Il faut quelqu'un pour gouverner. Ah, bah oui, parce que c'est pour ça que les gens s'appellent des gouvernés. Hein. Donc il faut quelqu'un qui est là pour gouverner. Donc il faut un gouvernant. Voilà, c'est nécessaire. Alors le seul problème selon lui, c'est qu'actuellement, malheureusement, rendez-vous bien compte que c'est con, c'est les mauvais qui sont au pouvoir. Donc lui il propose qu'on arrête de donner tous les pouvoirs aux gens qui sont pas bons et on les donne à des personnes compétentes comme lui. Ou de son courant politique. Parce que eux ce sont des gens qui sauront très bien mener la barque pour le plus grand bien du plus grand nombre et qu'il faudra les écouter bien sûr parce qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. On a eu quoi d'autre tout à l'heure qui m'a fait péter un câble? Il n'y a pas très longtemps, il y a là dans la demi-heure qui vient de passer, il nous a sorti un truc qui était une dinguerie aussi. Il peut comprendre les oppressions, parce qu'en fait il est capable de les vivre, parce qu'il est capable de les imaginer. Donc il est capable de comprendre le racisme, parce qu'il a pu s'imaginer vivre le racisme, et donc ça y est, il a la même expérience que quelqu'un qui vit le racisme. Alors après, dans la même phrase, il nous a dit c'est un peu dangereux parce qu'il faut bien faire attention qu'à un moment donné,
eh ben on peut oublier cette expérience parce que comme on la vit pas au jour le jour, on peut oublier le racisme. Donc c'est difficile parce qu'il faut bien faire ce travail de continuer à se dire qu'on pourrait le vivre le racisme. Il faut le réactualiser de temps en temps, il faut se remettre dans le bain de si on vivait le racisme pour pas trop l'oublier. Voilà, on est sur ce niveau-là, hein, Lordon, vraiment niveau gros cerveau sur 20. Hein. Donc on est un peu en colère, on va dire ça comme ça. Nous avons une capacité de résistance au Lordon qui est en développement constant, parce que plus ça avance et plus il sort des trucs qui sont exceptionnellement mauvais. Exceptionnellement mauvais. Beaucoup de propos essentialisants, bien sûr, évidemment. Mais bon, bref. On a besoin d'un gros bol quand même, hein. Ouais, bah là c'est pas pour rien que depuis tout à l'heure je vous papote comme ça, en mode détente, ça me permet de pas continuer à lire. Voilà. Ça me permet de pas trop continuer la lecture parce que là... va falloir que je m'y remette, hein, mais... Est-ce que Lordon serait une quiche ? Oui. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est une quiche. Une sacrée quiche. Une quiche de J'adore merde. Voilà. Une quiche de caca. Et qui s'étale. Hein. Ouais, c'est bien de faire des pauses. Hein. Bah, là, c'est le 3e ou 4e live qu'on fait. On est à la page 69. Il y en a 190. Il y a 190 pages de merde. Bon. Faut s'y remettre un jour. Coucou Mine, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en tout cas. Ah non, les quiches elles ferment leur gueule au moins, ça c'est clair. Ça c'est clair, encore Lordon, ouais. Bah j'essaye parce que je pense que c'est important quand même de temps en temps d'expliquer pourquoi est-ce que ça il faut arrêter de le mettre en avant. Pourquoi est-ce que Lordon est aussi médiocre et pourquoi vraiment il faut arrêter systématiquement dans les milieux de gauche de dire ah non mais Lordon quel génie. Non, c'est pas un génie. Clairement, c'est pas un génie. Pour plein de raisons. Donc je pense que c'est important qu'à un moment donné, il y ait quand même ce travail qui soit fait. Un minimum. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est pas agréable un brin. Donc là, on en était... Alors pour vous remettre dans le bain, notamment ceux qui arrivent, on en est sur le passage où il nous explique... Vous avez vu les salariés en colère qui ont déchiré la chemise du DRH d'Air France. Et là... Vous vous rendez compte que cet homme a souffert. Vous vous sentez forcément, alors comme il nous a marqué ça, par l'effet de la modulation affinitaire, tous ces effets se trouvent amplifiés si, avant même l'événement, nous étions déjà imaginairement liés de sympathie politique avec l'homme d'entreprise, le réalisateur, créateur d'emplois, personnage d'utilité sociale, auquel il est d'autant plus injuste de s'en prendre. Vous aussi, vous ressentez de l'empathie pour les patrons, hein. Ouais. Ces hommes qui entreprennent tellement de choses pour le bien commun, bien sûr. Ils sont d'utilité sociale. Donc je continue le texte. Tout change évidemment du moment où la vue est prise sur les choses depuis une complexion opposée. Il y aura certes de toute façon la sympathie générique. Elle est l'effet de l'automatisme corporel émulateur. Mais la situation passionnelle d'ensemble est autrement plus contrastée, puisque de nouveaux rapports d'affinité imaginaires, cette fois-ci des rapports d'affinité négative, viennent ajouter leurs affects propres. Ici, nos affects d'amour et de haine préconstitués nous ont mis a priori du côté des salariés. Nous haïssons les fourriers de l'exploitation. Nous voyons les salariés se défendre et nous savons bien de quoi nous sommes avec eux. Le DRH a beau être molesté, l'objet de haine, c'était lui. Or, qui imagine affecté de tristesse ce qu'il a en haine sera joyeux. Sous cette nouvelle modulation, l'émulation joue mais en sens inverse. Que si nous avons en haine la chose semblable à nous affecter d'un certain affect, alors, par la proportion 23 de cette P, pourquoi de cette P? Juste la lettre P. D'accord. Nous serons affectés avec elle d'un affect contraire et non pas semblable. Éthique 3.27 d'Em. La sympathie générique est maintenant à composer avec l'antipathie idéologique imaginaire. Et comme toujours dans ces cas-là, l'affaire se réglera d'après l'affect le plus puissant, éthique 4.7. Donc c'est quand même marrant parce que, en fait, dans le cas où tu as de l'affect positif pour le patron, tu as de l'affect positif par le patron parce que voilà, point.
tu ressens de l'affect positif par le patron parce qu'il souffre quand même, pauvre patron, pauvre bébou, bébou, Dans le cas où tu es du côté des salariés, bah tu as quand même un petit peu de l'affect positif envers le patron. Tu te dis, oh pauvre patron quand même, oh pauvre patron, oh bébou. Mais en même temps tu te dis, ah putain les salariés vous faites niquer un Vous peu quand savez ce même. qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Je vais boire. Verre d'eau, verre de café. Verre de café. Merci. Tu es une fougère, ça met d'une vinchasté. Je crois que la synthèse vocale a un peu bugué, mais d'accord. Bienvenue du coup Sam, j'espère que tu vas bien. Aussi bien que possible en tout cas en cette belle journée. Je rattrape un tout petit peu. Si je vois leur don, c'est sa chemise à lui qui risque de prendre mon empathie tout plein là. Oui. Je file, ça me donne la nausée. Bonne lecture, des bisous à qui on veut et à bientôt. Bah, des bisous à toi Shiraz. Merci en tout cas d'être passé. Et passe une excellente fin de journée. Bonne course il me semble, parce que tu avais dit que tu allais faire des courses également. Bien merci, mais je crois que je vais crever début octobre. Je commence le défi le plus extrêmement hard de ma vie. Ah bon, que fais-tu donc? En tout cas j'espère que ça se passera bien malgré tout, si c'est même un défi hard. Je commence les Dark Souls. Ah. Et en défi no hit, no death. Ah. Ah. Non mais écoute, ça se tente. Courage. Courage. On sait jamais, peut-être que ça se passera bien. Peut-être que ça se passera bien. Je rattrape un tout petit peu. Du coup, nous disions quoi? Il n'y a pas eu un autocollant du NPA là-dessus, genre nos vies valent plus que leur chemise ou une connerie du genre? C'est possible, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose comme ça. Ça me parle. Alors moi, je note quand même, encore une fois, donc il a une capacité quand même à dire que, en gros, soit tu as de l'empathie par le patron, soit tu as de l'empathie par le patron, mais tu as aussi un peu d'empathie pour les salariés. C'est quand même marrant, dans tous les cas, tu as de l'empathie pour le patron. Bon, d'accord, pourquoi pas. On va dire c'est un humain, allez, on a toujours de l'empathie pour les humains. Même les patrons. Oui, ce sont des humains aussi, oui. À quelles conditions cette résultante contredira-t-elle la sympathie générique? Les salariés directement intéressés sont eux bien placés pour le savoir, de première main. En quoi la direction à laquelle ils s'en prennent les avait antérieurement attristés et s'étaient rendus objet de haine? Leurs proches immédiats également, qui imitent au quotidien leurs affects de tristesse et en imaginent les mêmes causes, avec les mêmes effets affectifs. Et de même, tous les salariés qui, à distance, vivent des situations similaires et pour qui les rapports d'affinité sont immédiatement constitués. Ce sont bien nos semblables. Mais les autres, éloignés par la distance personnelle ou sociale, ils ne peuvent sympathiser qu'à partir de dispositions de leur inganium, si elles sont si favorables, si, de plus ou moins longue date, elles ont rendu sensibles, affectables et affectés aux duretés de la condition salariale, à l'injustice de l'exploitation et du raballement des employés au rang d'objets déplaçables et dispensables. Mais c'est marrant parce que, en fait, dans sa vision du monde, on pourrait croire qu'il voit la majorité des gens comme étant, du coup, socialement plus proches des patrons. Alors que statistiquement, on sait très très bien que la grande majorité des gens sont plus proches des... Attendez, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça, des prolétaires. Parce qu'on est dans un système capitaliste, où du coup il y a un tout petit nombre qui a un maximum de choses, et la grande majorité qui n'en ont pas. Mais, comme leur don vient d'un petit milieu bourgeois, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils considèrent comme la norme, c'est quoi? Oh, c'est les bourgeois. C'est marrant, hein? Inganium, c'est un dérivé de génie. Non, Inganium, comment t'expliquer ça? C'est disposition personnelle, on va dire. Je vais résumer ça salement. En gros, l'Inganium, c'est ce qui te constitue et ce qui va déterminer ce que tu es, ta manière de réagir, etc. On va dire un truc comme ça. C'est ta base. C'est... Non, mais c'est un mot en probablement latin. En vrai. Probablement en latin, je dirais. Et en gros, c'est... On va dire c'est le squelette de ta personnalité. C'est salement résumé, c'est très salement résumé. Mais en gros, on va dire que c'est des dispositions que tu as. Voilà, en fonction de ton contexte social, évolutif, etc. Tu vas aller dans cette direction-là de manière naturelle, on va dire. En gros, c'est pas un bon résumé, mais ça te donne l'idée en général. Je continue.
Et sinon, ce sera la sympathie générique qui prévaudra, la sympathie pour l'homme générique, c'est-à-dire considéré indépendamment de toute qualité particulière, et dont l'état attristé constitue la seule qualité perçue qui nécessairement nous attriste à notre tour. Même le spectacle du lynchage du pire tyran active, comme un réflexe, cette sympathie générique, et ne nous laisse pas indemnes. Source, moi-même. Ouais. C'est bon, j'ai été chercher. Ingenium est un nom commun qui désigne une qualité naturelle, une propriété, une intelligence, une ruse. Il vient du latin ingenio, inné, et a plusieurs dérivés dans d'autres langues. Ouais, voilà. C'est en ça que je disais un squelette. C'est dans le sens, voilà, un peu inné, effectivement. Inné, ça m'étonne pas du coup que ce soit le sens du mot à la base, inné. C'est dans le sens où c'est des trucs qui sont là, des prérequis, quoi. Enfin, c'est pas des prérequis, mais ça va te faire aller dans une certaine direction, quoi. C'est voilà, une qualité naturelle, une propriété, une intelligence, une ruse, mais qui est de manière innée, ça fait sens. Ça fait sens. Je reprends. Avant de voir Mussolini pendu par les pieds, on voit un homme pendu par les pieds. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que quand même c'était un peu proto-facho tout ce qu'il nous racontait, et ben voilà, typiquement. Non, mais c'est un fasciste, mais c'est pas pareil, c'est un humain, ça va. Vous avez pas de la sympathie pour l'humain? Bon, il a mis à mort tellement de gens, mais vas-y, c'est pas pareil. Là, il est pendu par les pieds, c'est trop triste. Et oh, fatigue un peu, hein. Cette sympathie générique ne cède, elle peut d'ailleurs n'être qu'un moment extrêmement fugace, presque imperceptible, mais ce moment elle l'aura, qu'à l'instant où s'ajoute autre chose et notamment les images de la tyrannie. Bien sûr, celles que les victimes de la tyrannie ont en leur corps tracées par les affections tyranniques et que leur corps rappelle aussitôt par concaténation avec la simple image du tyran. Chacun d'une pensée tombera dans un autre suivant l'ordre que l'habitude a mis dans son corps entre les images des choses, dit l'éthique 2.18 Scoli. Et les pensées s'enchaînent dans l'esprit selon le même ordre que les affections du corps, éthique 5.1. Mais pour tous les autres qui n'ont pas contracté cette habitude, cette manière de lier entre elles des images et par suite des représentations mentales, il va falloir produire les images manquantes si elles doivent être affectées. Oui, voilà, on est sur typiquement un ressort où il pouvait nous dire non mais le pauvre Hitler, attendez, quand même, il était frustré parce que quand même on n'a pas mis en avant son art. Ta race en fait. Enfin, juste tu saoules Lordon. Tu saoules Lordon. Voilà. Vraiment, tu saoules. Tu saoules, tu saoules, tu saoules, tu saoules. Infernal. Infernal. Nouveau chapitre. Restaurer les images manquantes. C'est bien ici que font irruption tous les enjeux politiques d'une économie générale de la visibilité. Enjeux liés à ces distorsions, à ces inégalités de monstration, à ces sélectivités cachées. Qui a la main sur le choix des images montrées au grand nombre? Comment on sait ce qui, sans être unique, et le plus souvent d'une redoutable homogénéité, on a reconnu le système médiatique à plus forte raison quand il est sous la coupe de puissance financière? Non. Jure. Déjà, quand il faut sortir un dico pour comprendre une phrase, moi je finis par décrocher. Ça peut se comprendre. Hein. Mais en plus, s'il disait des choses pertinentes encore, ça serait une chose, mais... Bon. C'est marrant parce que donc tout à l'heure, il nous disait « Ah là là, de toute façon, les gens, ils vont voter à droite parce qu'en fait, les gens, ils sont manipulés par l'extrême droite qui joue avec leurs émotions et qui se font avoir. Et donc, du coup, ils vont voter contre les racisés, etc. » Donc, encore une fois, hein, avec un présupposé raciste incroyable qu'ils ne voient même pas. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. À force... Là, il nous dit « Ah, en fait, quand même, le système médiatique, ça a une grosse importance, non ?» Bah ouais, c'est con, t'aurais pu en parler il y a 30 pages en arrière. Quand justement, tu parlais de ce qui fait qu'on donne du pouvoir à quelqu'un ou pas. Ça aurait pu être pertinent. Mais non. Ça t'a juste permis de taper sur les pauvres. Et de dire qu'ils étaient trop cons pour prendre des décisions par eux-mêmes.
Ah là 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 là. La spécialité du système médiatique, c'est la fausse vérité. Oh, des images. Allez, vas-y, il va nous partir là-dessus. Il va nous dire, oh, vous avez vu, les médias, en fait, ils nous mentent. Les médias sont des complots. C'est bien ça, je pensais pas voir venir le point complot-plot, mais écoutez, a priori, on a l'air d'y aller. C'est-à-dire la restitution tronquée. Quoique les images du DRH d'Air France et de sa chemise en lambeaux soient vraies en elles-mêmes, la séquence est fausse de tout ce qui en a été occulté. La troncature de l'enchaînement causal est bien sûr le procédé numéro 1 de cette distorsion, qui donne à voir un mal sans cause, un mal pur et donc incompréhensible, propre à n'attirer rien d'autre que la condamnation. La restitution incomplète est alors bien faite pour maximiser les affects de la sympathie générique et diriger les prises de parti spontanées dans un seul sens, et ceci par construction, puisqu'elle ne montre aucune des déterminations particulières qui ont antérieurement opéré et laisse la scène à l'état d'effet sans cause. Or, la force d'un discours de reconstitution ne l'emportera jamais sur celle des images, sinon auprès de ceux qui sont déjà préaffectés à ces idées. À l'inégalité monstrative des images tronquées, il n'y a pas d'autre antidote dans les médias que la recréation des images manquantes. Le surgissement en plein épisode Air France d'une autre vidéo montrant l'interpellation des dirigeants par une salariée et le mépris affiché de ces derniers a suffi pour modifier la donne passionnelle. À cet instant, on a su à qui on avait affaire, à quel type d'individu, d'un coup dégénérécisé et rendu à leur qualité particulière, détestable. Oui, donc évidemment, un petit tour sur les dégénérés, tout ça, génial. Hein. C'est alors tout un arrière-plan de détermination occultée qui se laisse soudainement pressentir et sort enfin l'épisode de son état de suspension acausale. Bah c'est con parce que là il aurait pu partir éventuellement sur le fait que peut-être que du coup ce serait pertinent de montrer que finalement les médias, grosse part des médias appartiennent à des intérêts politiques et font un travail de militants, etc. Mais non. Des flashs du bouquin La philosophie de l'argent de Georges Simmel qu'on devait lire pendant ma prépa me passent devant les yeux quand j'écoute ça. Pas tant pour le contenu mais pour le fait que je bite rien au contenu. Bah là en gros il nous dit vous avez vu les médias en fait ils disent pas la vérité. Ils tronquent la vérité parce que non pas forcément qu'ils le veuillent hein, mais ils montrent certaines images, ils en montrent pas d'autres et du coup ça fait qu'on peut y voir des choses et pas tout. Et du coup ça fait que on se fait avoir quoi. Mais en fait ils dépolitisent l'impact et la volonté des médias de présenter d'une certaine manière. Il arrive à faire ce tour de force-là. Il arrive à dire en même temps qu'il y a un petit nombre de gens qui contrôlent et qui possèdent les médias. Hein, il nous le dit juste avant, au début du chapitre. Comme on sait, ce qui, sans être unique, est le plus souvent d'une redoutable homogénéité, on a reconnu le système médiatique à plus forte raison quand il est sous la coupe de puissance financière. Donc il nous dit bien en gros, parce que je simplifie ce qu'il raconte, mais il nous dit bien en gros, il y a peu de gens qui possèdent la plupart des médias, quoi, concrètement, et qui ont des intérêts financiers là-dessus. Il arrive derrière de te dire, en fait, c'est juste qu'ils montrent des images, ils n'en montrent pas d'autres parce que le hasard. Voilà, là, ils ont montré cette image, mais ils n'ont pas montré l'autre. Et du coup, ça fait que les gens, ils y voient des choses et ils réagissent avec la passion, comme d'hab, ils réagissent avec les émotions, parce qu'on a toujours cette idée, le peuple réagit avec l'émotion, avec la passion. Ils n'ont pas accès à des conditions plus réfléchies, plus avancées que ça, bien sûr. Hein, voilà, c'est l'émotion qui les fait bouger. Donc, du coup, ils réagissent avec l'émotion et donc ils ont de la peine, ils ressentent de la souffrance pour ce pauvre DRH d'Air France qui a été malmené. Enfin, surtout la chemise, pauvre chemise qui a été déchirée. On sent de la souffrance en lui, vraiment. Et encore une fois, ça m'étonne pas parce que c'est Jean Billy qui en fait voit avec son petit prisme de vision de Jean Billy. Jean Billy qui provient d'un milieu très aisé, de mecs blancs. Donc en fait, il voit un mec blanc, aisé, et il a de la peine pour lui. Parce qu'en fait, il se sent au même niveau que lui, parce qu'en fait, il se sent justement lié à lui. Et c'est seulement à partir du moment où il voit que en fait, le mec s'est comporté comme une grosse merde avec les employés, et une employée en particulier apparemment, en faisant preuve de mépris, qu'il se dit « Ah, peut-être que finalement c'était un peu mérité ». Mais non, de base, il a cette analyse-là. Ça m'étonne un peu cette grille d'analyse sur les médias et leurs effets quand on connaît les liens de Lordon avec le diplomatique, le monde diplomatique je présume, qui fait une cartographie des médias assez régulièrement. Oui, mais parce qu'en fait il est capable de dépolitiser tout ça. Il a toujours cette vision du oui, le système est pas mal, c'est juste que là il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Mais Lordon remet constamment en avant cette idée que le système est pas mauvais. Le système politique n'est pas mauvais par essence. Le système politique est là détourné par l'extrême droite. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait également cette vision du
le monde médiatique n'est pas un problème. Le monde médiatique est un système fonctionnel qui est bien. Mais actuellement, il se fait détourner par des gens d'extrême droite. Il est incapable de capter, de voir que le problème est systémique, non pas parce que des gens ont détourné le système, mais parce que le système pose problème. Il ne le voit pas, il ne peut pas le voir, puisqu'il est éminemment dans le système. Non seulement il est dedans, mais il en profite à tous les niveaux. Il ne va pas remettre en question le système. Je vais vous faire une référence à une vidéo que je vous ai fait regarder il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai fait regarder la vidéo de Grégoire Simpson sur les retours, notamment sur la masculinité et sur les mecs en fait qui vont avoir des comportements qui vont valider le système patriarcal en leur même temps qu'ils vont dire oh là là le patriarcat c'est pas bien, mais qu'en fait ils ont des comportements dedans parce que ils ont des intérêts dedans. Je sais plus le nom de la vidéo, mais en gros il vous explique que vous avez le mec alpha, le incel absolu qui est musclé, fort, ce que tu veux, dominant, patati patata. Et on t'explique qu'en fait dans la vidéo de Grégoire Simpson que la plupart des gens, voilà la vidéo sur Ben Nevers exactement, on t'explique qu'en fait il y a plein de gens qui ne rentrent pas dans ce cadre-là parce qu'ils ne sont pas le mec alpha, tout musclé, ce que tu veux, etc. Mais en fait le système patriarcal a un intérêt pour eux. Parce que même sans être en fait l'alpha, le système est à leur avantage. Ils ont tout l'intérêt de dire vocalement, très vocalement, oh là là le patriarcat c'est pas bien. Oh que c'est pas bien. Oh là 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 là. Vraiment c'est violent et c'est pas bien pour les femmes et tout. Hein. Mais ils n'ont aucun intérêt à le faire disparaître. Pourquoi ? Parce qu'ils en bénéficient. Ils en bénéficient éminemment, à plus d'un niveau. Même en étant juste un mec. Pas un mec alpha, juste en étant un mec, ils en bénéficient à 200%. Donc en fait, ils ne le remettront jamais en question réellement. Ils ne vont jamais activement le détruire, faire ce qu'ils peuvent pour le détruire. Non, ils vont juste dire « Oh là là, c'est pas bien hein !» et continuer comme avant. Et là, c'est exactement la même chose avec Lordon. Sauf que là, on n'est pas sur des questions de féminisme, particulièrement, même s'il y a effectivement aussi un bagage patriarcal bien nul dans ce que dit Lordon, même s'il s'en rend pas compte. On est exactement dans le même mécanisme. Ah là là, c'est pas bien le monde tel qu'il est. Oh, il y a du racisme, il y a du patriarcat, c'est pas bien. Oh là là, vraiment, c'est honteux, hein. Est-ce qu'il va le détruire ? Est-ce qu'il va faire ce qu'il peut pour le détruire ? Bien sûr que non. Jamais, à aucun moment. Bien sûr que non. Parce que c'est à son avantage, parce que c'est totalement à son avantage. Il voit bien que la politique, le problème, c'est pas que la politique est juste, on va dire, à l'avantage, là récemment, plus ou moins long récemment, à l'extrême droite, etc. Non, le fait est que c'est clairement le système politique qui pose problème. C'est pas qu'il s'est fait voler, détourner par l'extrême droite. Non, non, c'est le système qui pose problème. Mais il va pas activement se battre pour le détruire. Parce que ce système l'avantage, lui particulièrement, donc il ne le remettra pas en question véritablement. Il se contentera de faire des livres de 190 pages comme là, remplis de proutes malodorants, pour dire « Oh lolo, c'est pas bien. Écoutez-moi un peu plus. Moi je dis des choses bien, moi je dis des choses vraies, moi je sais faire le vrai combat. » Mais en fait, il fait rien. Parce que ça l'avantage toujours de rester dans ce modèle-là. Donc il ne remettra pas en question, il n'ira pas le déboulonner, il n'ira pas jeter des pavés sur le système, il n'ira pas faire sauter le système. Il va juste pointer du doigt le système et dire « Oh, t'es pas bien hein !» Puis il va se ranger juste à côté pour en profiter. Voilà. Ça c'est Lordon. Bienvenue. Si vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez. Ça vous plaît ? Du coup, j'ai vu le marqueur de fin de VOD. On va s'arrêter là-dessus. Petite fougère de YouTube. J'espère que tu as apprécié quand même cette VOD malgré tout. Lordon sur 20, n'est-ce pas ? Des bisous.